Nous sommes dans cette seconde partie de la matinale sur Géopolitique profonde, en ce vendredi 21 février. Et après avoir entendu Marc-Gabriel Draghi, nous sommes en compagnie, et nous en sommes très heureux, pour décoder une information qui a une fâcheuse tendance ou une heureuse tendance à s'accélérer, le colonel Jacques Beau. Bonjour mon colonel, bienvenue dans cette matinale. Bonjour et merci de m'accueillir dans votre émission. On est heureux de vous avoir, surtout en ces moments, parce qu'il ne faut pas bouder notre plaisir. Tout ce qui avait été annoncé par nos meilleurs spécialistes, et vous en êtes un et pas des moindres, tend à se réaliser sous nos yeux éberlués. Et comme les choses ne sont jamais linéaires, c'est par bond, c'est soudain, ça va à une vitesse folle. Je rappelle traditionnellement vos principaux livres qui annoncent ce qui est en train d'arriver, et j'imagine des livres en préparation, que ce soit l'opération Z, pour le début évidemment de l'opération spéciale, et puis sur en tout cas les sujets liés directement à la Russie, l'Ukraine entre guerre et paix et l'art de la guerre russe, qui est le dernier ouvrage sur ce sujet. Mais on rappelle, si on a un temps à un moment donné, puisque les négociations actuellement ont lieu en Arabie Saoudite, nous parlerons peut-être de la situation aussi au Proche-Orient. Et je rappelle le livre, la réédition du livre Déluge d'Al-Aqsa, toujours Jacques Beau, et je dirais toujours les éditions Max Milo. N'oublions pas l'heureux éditeur, mon cher colonel. Alors, tout va tellement vite, on a presque l'impression que d'un jour à l'autre, on pourrait manquer un certain nombre de choses. Est-ce qu'on peut résumer et planter un peu le décor de ces négociations qui vont bon train entre la Russie et les États-Unis d'Amérique ? Écoutez, vous dites que ça va vite, mais moi j'ai l'impression que ça va très lentement. Enfin, je veux dire par là que tout ce qu'on voit se développer aujourd'hui était écrit il y a déjà une année. Donald Trump avait déjà annoncé ce qu'il ferait s'il était élu. Et ça, on le sait depuis sa campagne présidentielle. Alors évidemment, on sait qu'il était élu depuis novembre. Néanmoins, ça fait 3 mois qu'on sait qu'il est dans l'optique de résoudre le conflit en Ukraine. Alors, il y a eu la boutade, parce que je pense que c'est une figure rhétorique de dire qu'il voulait le résoudre en 24 heures. Mais assez rapidement, on s'est aperçu qu'il faudrait plus de temps et que manifestement, Donald Trump se cale dans cette idée des 100 jours dans lesquels il veut résoudre le problème. Donc, en réalité, aujourd'hui, on s'aperçoit en Europe qu'il y a une surprise, et vous avez parlé de Dieu éberlué, c'est un peu évidemment ce qu'on ressent quand on voit nos médias ici en Europe, mais en réalité, pour l'observateur consciencieux, eh bien, tout était écrit. Et ce qui est étonnant, alors de nouveau là je parle un peu avec mon chapeau, mon ex-chapeau de renseignement, c'est que personne n'en ait tiré les conclusions ou les conséquences de ce qu'on a vu avant. Personne n'a essayé de voir quelles seraient les conséquences de l'arrivée au pouvoir de Donald Trump. Ils étaient dans un autre narratif, un contre-narratif, et ils n'ont jamais voulu en dévier. Voilà, tout à fait. On est resté complètement enfermé dans un narratif, et c'est finalement la conférence de Munich qui a créé une sorte de douche froide sur tous les observateurs. Puis tout d'un coup, on s'est réveillé, et puis on s'est dit, ah tiens, il a une autre stratégie. Alors que ça fait des mois qu'on parle des initiatives, enfin, Case Kellogg's, etc., qui essayent d'échafauder des plans, on parle de différentes options pour cette paix, etc. Donc, vraiment, tout s'est développé sous nos yeux sans qu'on le réalise, et surtout sans qu'on ajuste nos violons. C'est-à-dire que tout d'un coup, on se retrouve après la conférence de Munich dans une situation où l'Europe, et quand je parle d'Europe, il y a 2 niveaux. Il y a évidemment le niveau de l'Union européenne, le niveau plus élevé, et puis il y a les pays européens. Et on s'aperçoit qu'à ces 2 niveaux, personne n'a finalement de plan pour répondre à l'évolution de la situation. Et ça, je trouve extrêmement inquiétant, parce que ça montre que le leadership, tant au niveau
supranational qu'au niveau national, est totalement incapable d'anticiper les problèmes, d'échafauder des options pour les différents scénarios qui pourraient se produire, et finalement, tout le monde se trouve catapulté dans une sorte d'hystérie dans l'urgence. Et on a très bien vu la réunion que Emmanuel Macron a réuni en rapidité comme ça, avec une partie de l'Union européenne, avec des critères qui sont plus ou moins clairs. Il en a refait une deuxième parce que la première n'avait rien donné, bien évidemment. Donc on voit qu'on est dans l'improvisation totale, on sort les cartes des manches un petit peu de manière assez peu professionnelle d'une certaine manière. Et ça, je trouve, indépendamment de ce qui se passe à Riyad et ailleurs sur le plan des négociations, rien que cet aspect-là de leadership et de conduite de la vie politique de nos pays montre et témoigne d'ailleurs de l'incapacité de nos dirigeants à solutionner une crise. D'ailleurs, on arrive, et c'est exactement le problème qui se trouve, et ce à quoi se trouvent confrontés les Européens quand ils veulent parler à Donald Trump, enfin, aux Américains. Eh bien, les Américains disent, mais vous n'avez jamais été une partie de la solution, vous avez toujours été une partie du problème. Et effectivement, pendant les 3 ans qu'ont duré ce problème, et je pourrais même remonter avant, parce que en réalité, les Européens n'ont jamais essayé d'apporter une solution au problème. Ils ont essayé de combattre le problème, mais ils n'ont pas essayé d'amener des solutions au problème. Et c'est ce qu'on fait depuis, alors évidemment, depuis le 24 février 2022, on a des pays européens qui combattent le problème au lieu de... Voilà. Oui. Donc... fiers d'être des amateurs, c'est comme ça et c'est d'ailleurs comme ça qu'avait débuté le premier quinquennat d'Emmanuel Macron. Un amateurisme flagrant, et puis finalement un poulet, un peu comme l'expression le poulet sans tête, il résiste à l'inéluctable, paix, et encore aux conditions de la Russie et certainement pas aux conditions de l'Ukraine. Ils ont faux sur toute la ligne et ils continuent ou achèvent le narratif qui est semblé être inscrit, qui est en effet de combattre le problème en envoyant des troupes au sol. Ça reste, semble-t-il, la marotte, l'obsession d'Emmanuel Macron aujourd'hui. Il avait évoqué déjà cette idée en février 2024, si ma mémoire est bonne, et déjà à ce moment-là, il avait suscité la colère des autres pays européens. Il avait suscité, même les Américains lui avaient dit que c'était pas du tout la solution qu'ils envisageaient et que déjà à ce moment-là, ils avaient dit qu'ils n'enverraient pas de troupes pour, appuyer cet effort français, parce que manifestement, la France n'est pas en mesure d'apporter seule, en tout cas, un effort militaire capable de faire retourner la situation. Donc, il est inévitable qu'à un moment ou à un autre, il faudrait d'autres forces, voire une intervention américaine si la situation arrivait à dégénérer. Parce que les Russes considéreraient qu'à ce moment-là, la France devient un pays belligérant, ce qui est effectivement le cas. Il a averti Keir Starmer, Peskov, de la même façon aujourd'hui, c'est-à-dire l'anglais, si demain il y a des troupes, ils seront considérés comme belligérants. Alors Keir Starmer a dit, il a évidemment suivi, il a emboîté le pas d'Emmanuel Macron avec cette idée d'envoyer des troupes. Après, il a un peu réfléchi, il a vu que l'armée britannique n'est pas en mesure même d'envoyer ni des troupes ni du matériel en quantité suffisante pour affronter la Russie. Donc déjà là, on voit assez mal quel rôle pourraient jouer ces forces. Alors évidemment, on les met sous le label de maintien de la paix, mais je rappelle que maintien de la paix, ça a l'air d'être un peu un mot magique dans le vocabulaire européen. Il se trouve que j'ai été chef de la doctrine et de la politique des opérations de maintien de la paix aux Nations Unies pendant 2 ans.
Donc, vous connaissez à part ça, j'ai expérimenté ça dans le terrain aussi, mais je connais si vous voulez, la dimension politique du problème des opérations de maintien de la paix. Alors, sans faire un cours sur les opérations de maintien de la paix, il y a déjà une chose qui devrait apparaître déjà dans l'expression, c'est que quand on fait du maintien de la paix, on maintient la paix. Ouais. Donc, ça veut dire qu'au préalable, il doit y avoir une paix. La paix, bien sûr. Voilà. Et par conséquent, l'idée de vouloir envoyer des troupes, c'est de nouveau combattre le problème, parce que si on a une paix et que les deux parties s'accordent sur le fait d'avoir des troupes pour maintenir cette paix, bon, là, on est dans quelque chose qui est assez conventionnel. Mais en l'occurrence, on veut envoyer des troupes de maintien de la paix sans passer par la case paix. Vous voyez? Donc, c'est là où il y a quelque chose qui manque un peu de logique dans cette affaire. Et techniquement parlant, ce que veut faire Macron, ce ne sont pas des troupes de maintien de la paix, mais ce sont des troupes d'imposition de la paix. Voilà. Dès le cessez-le-feu effectif. De ce que vous voulez. À partir du moment où il n'y a pas de paix, et que vous amenez des troupes pour amener des gens à faire la paix, vous imposez la paix. Techniquement, c'est ça. Une opération d'imposition de la paix signifie envoyer des troupes pour forcer les parties à se mettre à la table de négociation. C'est ça si vous voulez, une opération de maintien de la paix, c'est une opération qui s'effectue en aval d'un accord de paix. Alors qu'une opération d'imposition de la paix se fait en amont d'un accord de paix. Voilà, aussi simple que ça. Et c'est ce que veulent faire les Britanniques et les Français. Parce que si c'était vraiment un accord de paix, il devrait y avoir l'accord des Russes. Parce qu'un accord de paix, ça doit se faire idéalement avec l'accord des deux parties. Évidemment. Voilà. Donc, quand on fait de l'imposition de la paix, on fait en réalité du combat. Oui. N'est-ce pas? On fait la guerre. Avant la paix, c'est la guerre. Vous prenez le problème dans le sens que vous voulez. Et d'ailleurs, ils l'ont dit. Ils ont, colonel, je les ai entendus parler de paix par la force. C'est exactement ce que vous êtes en train de dire. C'est exactement ça. La paix par la force, c'est exactement ça. Donc, on entre en guerre avec la Russie. N'est-ce pas? Ça s'appelle maintien de la paix, parce que ça c'est la jolie façade, si vous voulez, qu'on essaye de mettre, mais en réalité, on va faire la guerre à la Russie. Et c'est là où la Russie a répondu, mais ça, ils l'avaient déjà dit il y a une année, donc on n'est pas dans quelque chose de nouveau. Ils avaient dit eux-mêmes, si vous faites ça, les troupes qui se trouvent sur le territoire ukrainien seront considérées comme des troupes ennemies, on les combattra comme des ennemis. Les Américains, et même l'OTAN à l'époque, avaient dit que l'OTAN en tant qu'organisation, et c'est là où il est important, parce que je sais, sur votre chaîne, le mot OTAN revient souvent, mais pas toujours de manière, appropriée. Parce que l'OTAN, en tant qu'organisation, en tant que structure de commandement, de coordination, de force militaire, n'est pas en Ukraine. N'est-ce pas? Elle est certainement présente en arrière-plan au niveau politique, au niveau de la coordination de l'aide financière, etc. Et quoique même ça, c'est même pas dans les mains de l'OTAN, c'est dans les mains du groupe de Rammstein, qui est encore une entité différente. Donc, l'OTAN n'est pas présent. Mais l'OTAN est évidemment le dernier recours, parce que s'il y a une guerre en Europe, c'est le rôle de l'OTAN de venir mobiliser ses troupes. Or, quand Emmanuel Macron, l'année passée, avait évoqué l'idée d'envoyer des troupes, le secrétaire général de l'OTAN a dit qu'il n'y aura pas de troupes de l'OTAN, enfin, pas sous commandement de l'OTAN. Il peut y avoir des pays de l'OTAN qui vont s'impliquer, comme par exemple la Grande-Bretagne, mais il n'y aura pas de commandement de l'OTAN. Et les Américains, à l'époque, avaient dit, et je répète exactement la même chose maintenant, il n'y aura pas d'article 5, c'est-à-dire que les États-Unis n'ont pas du tout l'intention de déployer des troupes en Ukraine, n'ont pas l'intention de se battre en Ukraine, et par conséquent, vous êtes seuls. Et alors, ce qui est à ce moment-là l'idée, en tout cas des Anglais, c'est d'envoyer entre autres leurs avions, là, les Tornado, sur des bases polonaises pour une couverture aérienne, pour un maintien, si ce n'est de la paix, du cessez-le-feu,
qui auraient été acquis au préalable. Et à ce moment-là, les Russes ayant dit qu'ils bombarderaient les bases d'envoi qui enverraient les avions sur le territoire ukrainien, il y aurait cette espérance, quelle espérance d'ailleurs, de pouvoir provoquer l'article 5. Alors, les Russes ont clairement dit qu'ils ne voulaient pas d'intervention étrangère sur le théâtre des opérations ukrainiens et qu'ils combattraient tout ça. Ce qui est étonnant dans cette affaire, c'est que cette position des Américains, de l'OTAN et la position des Russes est connue depuis plus d'une année. Oui. On revient dans la même chose que j'avais dite en introduction, c'est-à-dire qu'on a toutes les données du problème depuis une année et que personne n'a trouvé de solution alternative. On retombe systématiquement dans la même rhétorique, dans le même narratif, dans les mêmes propositions. On a l'impression que nos soi-disant élites sont incapables de trouver des solutions praticables pour les uns et pour les autres. D'ailleurs, comment pourrait-il proposer quelque chose soit praticable pour les uns et pour les autres à partir du moment où ils ne veulent pas parler aux Russes? N'est-ce pas? Les Américains, et on peut critiquer Donald Trump, il a sans doute des tas de défauts, mais il a au moins l'avantage de faire un pas en avant, quelque part, et de nous amener une case plus loin dans le jeu, si vous voulez. Et pour faire ça, eh bien, il a très bien vu qu'il fallait parler aux Russes. Alors, c'est intéressant parce que j'entendais une commentatrice récemment qui dit « les Américains mettent un genou en terre ». Non, les Américains ne mettent pas de genou en terre du tout. Et c'est là qu'est l'astuce, et c'est peut-être la raison pour laquelle les Américains ont cet avantage de pouvoir négocier. Parce que le changement d'administration qui a eu lieu au début, mi-janvier, fin janvier, eh bien, donne l'opportunité à Donald Trump de dire « vous avez fait une guerre, c'est pas la mienne, je vais la terminer ». Et en réalité, la guerre qui est en train d'être solutionnée d'une manière ou d'une autre, on verra si c'est bien ou pas, par Donald Trump, ça n'est pas sa guerre. Par conséquent, il ne met pas de genoux en terre. Il dit c'est les autres qui ont fait quelque chose qu'ils n'ont pas été capables de terminer, qui n'a rien amené du tout, qui a dépensé de l'argent, qui a dépensé des vies humaines, qui a amené des destructions, sans apporter rien du tout. Et plus on a continué cette politique, que maintenant d'ailleurs Emmanuel Macron et d'autres essayent de perpétuer, plus on continue dans cette voie-là, plus on amène l'Ukraine vers le désastre. Et lui, en fait, Donald Trump, il vient un peu, grâce à ce narratif européen, il se donne l'étoffe du héros parce qu'il vient puis il dit mais c'est pas ma guerre, moi cette guerre ne m'intéresse pas, elle dépense des ressources dont je n'ai pas que je voudrais allouer pour d'autres projets. Par conséquent, on stoppe le truc et puis il devient le héros de l'histoire, même si au final ça n'est pas exactement ce que les Européens avaient souhaité. Mais au moins il a il aura l'impression, au minimum, d'avoir apporté une solution au conflit et d'avoir évité la destruction totale de l'Ukraine. À travers nos émissions, on essaie de vous fournir le meilleur de l'actualité sans langue de bois. Malheureusement, YouTube est notre limite. C'est pourquoi avec notre équipe d'experts, on passe à la vitesse supérieure à travers notre revue mensuelle. De l'économie à la politique en passant par les domaines scientifiques, on vous livre des analyses inédites sans aucun tabou en version papier et livrées à votre domicile. On s'évertue à être cohérent dans notre démarche d'émancipation financière et intellectuelle, et c'est pourquoi on veut vous accompagner devant comme derrière l'écran grâce à notre lettre confidentielle.